Bonjour, bienvenue au Contemporaine, un balado où on jase de danse avec Margot Ujida et Éléonore Paul. À cause du contexte de la COVID, on s'est rendu compte que le rôle de l'image se transmettait bien par des captations vidéo, qu'il y a eu plein de projets autour de ça. On a écouté aussi beaucoup de cinéma pendant la pandémie. Puis, justement, on voulait enregistrer en studio, mais malheureusement, on a été obligé de s'arranger autrement parce que on a eu des cas de COVID parmi nos animatrices. Donc, on commence avec Éléonore qui voulait nous parler justement de l'histoire du cinéma puis de la danse, de la relation entre les deux. Oui, c'est ça. Alors voilà, moi j'aimerais parler un peu de l'histoire de la danse qui a été très liée à l'histoire du cinéma. Un cinéma qui a vraiment ouvert le champ des possibles pour les chorégraphes, puisque en fait l'œil de la caméra a offert une exploration nouvelle sur le rapport au corps et à l'espace. Et c'est vraiment à la fin du 19e, au tout début du 20e siècle, que l'histoire de la danse prend un tout nouveau tournant, qui est celui de l'écran. Donc il y a plein de raisons vraiment pour que la danse se retrouve sur le grand écran. En fait, c'est un art qui est extrêmement cinégénique. Enfin, pourquoi je dis qu'il est cinégénique? C'est vraiment parce que les mouvements du corps se marient extrêmement bien aux mouvements de la caméra. Donc déjà, avec le cinéma, tu as un lien nouveau qui se crée entre le spectateur, le danseur et le chorégraphe, qui ont plus accès en direct au corps. Donc ils y avaient accès par le miroir, mais maintenant ils y ont accès en différé grâce à l'œil de la caméra. Et par exemple, pour la danseuse, la caméra offre une vue d'ensemble sur un regard qui était autrefois saccadé. Donc maintenant, la danseuse peut se voir de dos, d'en haut, en entier, en groupe, et elle a plus besoin de tourner son regard, par exemple, quand elle fait des piqués sur elle-même pour pouvoir se voir. Puis, ça aussi, faut dire, la danse, justement, c'est un art qui est très visuel. Fait que je comprends comment la caméra, justement, peut juste comme augmenter cette expérience-là, justement, du visuel en donnant au spectateur un point de vue aussi qui est différent sur la chorégraphie, en fait. Exactement, en fait, t'instaures un nouveau regard sur le corps qui n'est plus le point de vue qui est unique, frontal et centré que tu as dans une salle de spectacle, par exemple. Et le chorégraphe Merce Cunningham, du début du XXe siècle, il a justement décentré cette théâtralité. Et grâce à la vidéo-danse qui était très en vogue à l'époque, il a multiplié les points de vue sur le corps et fait entrer le corps des danseurs dans plein de nouveaux espaces, comme par exemple des usines, des toits d'immeubles ou des églises. Et grâce à la caméra, on a pu avoir accès à ces chorégraphies. Ben, tu sais, justement, ce que je disais sur le point de vue, mais en même temps, maintenant que j'y pense, mais c'est une question que je te pose, dans le fond, c'est que je sais que dans l'histoire du cinéma, les premiers films, c'était très, justement, un seul plan. Fait ils répétaient un peu la scène à l'italienne, un peu avec la façon dont étaient faits les plans, tout ça. Et je me demande si, comme dans la danse aussi, il y a eu cette transition-là à un moment donné, ou si, en fait, les captations de danse ont commencé avec cette idée de changer de point de vue. En fait, tu avais deux écoles. Tu avais l'école, par exemple, de Merce Cunningham ou des cinéastes comme Norman McLaren qui ont décidé justement de changer le point de vue qu'on avait sur les danseurs. Mais tu avais aussi l'école de Fred Astaire qui, lui, ne voulait pas qu'on fragmente le corps et voulait absolument que la caméra filme ses mouvements exactement comme si on était dans une salle de spectacle. Donc c'était vraiment deux écoles. Mais pour revenir justement à cette fragmentation des mouvements et ce changement en fait de point de vue, tu as le très célèbre court-métrage de Norman McLaren qui a filmé les interprètes des grands ballets canadiens qui s'appellent, il me semble, Margaret Mercier et Vincent Warren pendant 13 minutes dans un endroit qui était fait de noir, complètement comme un non-espace, si je puis dire. Et en fait, il a tracé le mouvement de la ballerine et du danseur pour pouvoir montrer l'effet de la caméra sur le corps qui permet en fait de voir les mouvements en démultiplié, tous les mouvements en fait qui nous échappent à l'œil nu quand on est en spectacle. Quand tu dis démultiplier, juste pour qu'on ait une image claire, parce que moi j'imagine comme du split screen ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est que tu vois toutes les images à la seconde où elles sont filmées. En fait, il prend le corps individuel de la danseuse et il le démultiplie pour que ça fasse un groupe de danseuses qui vient que d'un seul corps. Dans le fond, il multiplie. Ah, parce que c'est dans un non-espace en fait. Fait qu'il peut. C'est ça. Ah, ok. Fait que c'est comme s'il y avait 12 danseuses au lieu d'une, mettons, mais elles font pas exactement le même mouvement. En tout cas, selon la caméra, selon l'angle, tout ça. Ok, ok, Exactement. ok. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec ce changement en fait de focale, c'est que tu peux découvrir la danse sous des angles nouveaux. Et tu peux, par exemple, ce qu'a fait les cinémas Gaumont-Pathé récemment, c'est de proposer des ballets de danse classique en direct. Donc, ce qui permet de privilégier des plans rapprochés, en fait. Donc, on a accès aux expressions des danseurs et des danseuses sans avoir à payer un ticket d'opéra très cher. Donc, ça rend aussi accessible la danse, les expressions des danseuses à un prix normal.
Ouais, puis c'est vrai que des fois, on a l'impression que avant, je pensais que regarder une captation vidéo d'un spectacle, ça t'enlevait de l'expérience. Mais sur certains points de vue, en fait, c'est vrai que ça peut augmenter cette expérience-là. C'est sûr que tu perds un peu cet esprit d'être dans une salle, tu sais, avec une foule, tout ça, puis cet aspect de l'art vivant un peu, là. Mais en même temps, ou juste avec les trucages aujourd'hui en cinéma, tu sais, tu peux faire tellement d'affaires. Puis c'est fou de voir que même à l'époque, en fait, il y avait déjà cette notion-là de trucage aussi, tu sais. Et d'ailleurs, plus récemment, en parlant justement des possibilités du cinéma, le documentaire de Wim Wenders sur la chorégraphe Pina Bausch, vraiment une chorégraphe qui a révolutionné la danse contemporaine avec la danse théâtre. En fait, ce réalisateur qui a donc rendu hommage à Pina, le film est sorti en 2011 et Pina Bausch est décédée en 2009. Il a utilisé la technique 3D. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que ça permettait au cinéma de redonner la profondeur de la corporéité de la danse. Voilà, c'est vrai qu'avec la 3D, tu as l'illusion de la profondeur des corps, des mouvements. Et encore une fois, ça redonne non pas l'expérience du spectacle, mais encore une autre expérience du cinéma qui est liée avec la danse. Margot, je pense que tu voulais dire quelque chose tantôt? Je voulais vous poser une question, mais du coup, ça va nous faire revenir un tout petit peu en arrière. Je voulais vous demander quelle était votre expérience préférée, enfin, si vous aviez une expérience préférée entre voir justement un ballet filmé et retransmis en direct au cinéma ou être dans une salle de spectacle et voir du seul point de vue du spectateur le ballet. Parce que moi, je sais que j'en ai vu quelques-unes au cinéma et je trouve que l'expérience, elle est quand même plus agréable et plus immersive. Ben, personnellement, je t'avoue que je pense que les seuls spectacles de danse que j'ai vus, en fait, c'était de la danse contemporaine. À moins, peut-être dans des festivals. J'ai jamais vu, je pense, un ballet dans une salle de spectacle, en fait. J'en ai seulement vu des captations. C'est vrai que ça permet un accès auquel on n'aurait pas. Sinon, tu sais, je pense que le seul ballet que j'ai vu dans ma vie, c'est genre Casse-Noisette, mais j'étais enfant puis je m'étais endormie. C'est un peu long pour les enfants, un ballet. Non, c'est vrai que c'est deux expériences totalement différentes. Donc je sais pas si je pourrais les comparer. Parce que c'est vrai que dans le ballet, quand tu vas en vrai dans la salle, t'as accès à toute l'émotion des danseurs, à la salle qui vibre. On l'a revécu d'ailleurs après la pandémie, le plaisir de pouvoir retourner dans les théâtres, dans les salles. Et en même temps, c'est vrai que quand tu vas au cinéma et que tu vois les visages des danseurs aussi près, leur expression, c'est une toute autre affaire encore. Donc voilà, deux expériences incomparables. Ouais, ben parce que, tu sais, je parlais de danse contemporaine, c'est parce que les spectacles que j'ai vus en danse contemporaine, souvent, tu sais, c'est dans des petites salles, fait que t'as un rapport quand même intime, je trouve, avec les danseurs. Mais dans une grande salle, si t'es pas capable d'avoir des billets qui sont assez proches, ce que t'as, c'est vraiment une vue d'ensemble. Fait que, tu sais, quand tu parlais qu'on peut, tu sais, avoir des grands plans sur des détails, en fait, là, tu sais, c'est ça qui manque un peu des fois de cette expérience-là, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez fou là, de voir une trentaine de personnes sur la même scène à faire une chorégraphie. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment, faut pas trop les comparer peut-être, là, peut-être le voir vraiment comme deux expériences complètement différentes. C'est sûr que moi, avec un background plus en cinéma, il y a quelque chose que je trouve de vraiment particulier. Tu sais, je pense même juste à des vidéoclips. Tu sais, il y a toute une recherche esthétique dans l'image elle-même, tu sais, qui se rapproche quand même beaucoup de la scénographie. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement détaillé, je trouve, dans l'image de cinéma aussi, là. Toi, Margot, as-tu une préférence? Ben, moi, je trouve que le fait d'avoir justement cet essor de tout ce qui est performance filmée sous tous les angles, finalement, ça étend le champ des possibilités. Et surtout pour le travail du chorégraphe, je pense que ça les force, entre guillemets, à explorer beaucoup plus parce que je pense toujours au ballet, mais si on prend un chorégraphe qui veut monter un ballet et qui se dit, ben, je suis du point de vue d'un spectateur dans une salle, il va peut-être privilégier la vue d'ensemble, la synchronicité du groupe, alors que à partir du moment où ça va être peut-être plus filmé de près, où on va se concentrer sur le corps d'un danseur ou d'une danseuse, là le chorégraphe il va être forcé de justement aller dans le détail, aller dans l'individualité. Et je pense que ce nouvel aspect, ça a dû apporter pas mal de choses. Je pense que ça a dû enrichir le travail des chorégraphes aussi. Ben, je trouve que c'est important ce que tu dis parce que personnellement, en tout cas, j'ai toujours pensé ça dans toutes les formes d'art. L'important, dans le fond, c'est l'intention. Et si tu crées un spectacle dans l'intention de le jouer dans une grande salle où il va y avoir toute une foule, mais que ça va être une scène à l'italienne, versus si tu crées une œuvre dans le but qu'elle soit filmée,
c'est sûr que tu vas pas avoir la même démarche, puis dans les 2 cas, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire, en fait. Oui, c'est super intéressant en fait de comprendre comment le chorégraphe pense la mise en espace lorsqu'il a conscience qu'il y a une caméra qui va venir filmer un spectacle qui est prévu habituellement sur scène. Moi, du coup, ça me fait penser à une mise en scène d'un danseur à Montréal qui a été diffusée à l'Agora de la danse, qui s'appelle Georges Stamos et qui a performé sa pièce Nightlight. Et en fait, j'ai eu la chance de l'interroger et ce qu'il m'avait dit, c'est que c'était une pièce qui était faite justement pour célébrer les retrouvailles avec le public, parce qu'il l'avait préparée avant la pandémie, etc. Et qu'il voulait créer une célébration pour le contact avec les autres gens et reconnaître le fait que tout le monde s'était retrouvé. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'il a pu faire la représentation en présentiel qu'une seule fois, parce que la pandémie a un peu coupé le tout, et il a dû tout remanier pour que cette pièce Nightlight, elle soit disponible en web diffusion. Ce qui a fait que, par exemple, il a dû réduire bien de moitié, il a dû réduire à une demi-heure la performance pour que ce soit plus agréable à regarder en ligne. Mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant à regarder cette pièce, en web diffusion du coup, c'est que on a un rendu beaucoup plus intimiste, plus précis, parce que justement la caméra tourne autour de lui et le batteur qui est présent sur la scène qui s'appelle Rémi Saminadin. Et je trouve que on a quelque chose que on pourrait quand même pas obtenir si on était dans un public assis et en présentiel. Malgré le fait que ce soit malheureux qu'il n'ait pas pu le faire en présentiel, on a quand même une exploration et des nouveaux aspects qui ont été créés grâce à ces mouvements de caméra qui le suivaient lui en tant que danseur, mais qui parfois le sortaient du cadre pour se concentrer sur le batteur, et du coup on avait un rendu très intéressant. C'est drôle parce que, tu sais, on parlait justement de l'intention puis tout, puis du fait que tu crées pas l'œuvre de la même façon. Mais tu sais, dans ce cas-là, c'est tellement particulier quand même qu'est-ce qui est arrivé avec la pandémie, justement, pour tous les spectacles qui étaient en personne puis qui ont été transférés en captation. Parce que, surtout, en particulier dans le cas de Georges Tamos, parce qu'il y a eu une représentation en personne, c'est comme si son œuvre, en fait, c'est comme dédoublé. Tu sais, c'est pas la même œuvre, en fait, qui a été présentée clairement devant des spectateurs, là. Disons que l'idée d'origine est la même. À mon avis, l'expression de ce qui voulait être transmis reste la même. Mais effectivement, en plus, le fait qu'il est en contact avec la caméra, il veut être en contact avec le public. C'est-à-dire que la caméra va pas seulement servir à filmer ses mouvements, c'est qu'il va parler, il va raconter une histoire en regardant l'objectif de la caméra. Du coup, c'est aussi un autre aspect très intéressant parce qu'il m'a aussi expliqué que en présentiel, il voulait s'adresser au public en regardant à peu près tout le monde, mais le regard du danseur sur un public avec de nombreuses personnes, ça va seulement survoler, alors qu'ici, en s'adressant à la caméra, nous, à travers notre écran, c'est comme s'il s'adressait directement à nous, et il arrive à faire ça à chacune des personnes, donc c'est aussi quelque chose qui, je pense, différencie vachement et est très intéressant. Ouais, fait que non seulement, tu sais, l'intention est différente, il doit aborder son œuvre d'une façon différente, mais en plus de ça, du point de vue du spectateur aussi, le sens de son spectacle change aussi. Justement, du fait que c'était un spectacle qui portait sur tu sais, le lien, la communauté, le lien social, justement, ben, le fait que c'est présenté dans un contexte où on peut pas, en fait, sortir danser dans des clubs, on peut pas se rassembler. Je sais pas, on dirait que ça fait juste augmenter le sens, en fait, de cette performance-là, là. C'est fou. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, il y a deux intentions au fait que ça s'est dédoublé à la fois donc sur scène et hors de scène. Surtout qu'il y a sûrement des spectateurs qui ont pu assister à la fois à la performance sur scène et à la performance en web diffusion. Donc c'est comme s'ils avaient eu deux paroles du chorégraphe qui vient encore plus nourrir l'intention du message en fait, sur la connexion avec les spectateurs. Pour continuer pour tout ce qui est web diffusion, il y a aussi un festival qui a été mis en place, je crois maintenant il y a à peu près 2 ans, un peu contemporain au début de la pandémie. C'est un festival lancé par Osgang Plaza qui s'appelle Mouvement, le festival Mouvement. Et ici, on est sur une série de capsules de 2 minutes grand maximum, disponible sur YouTube, qui va mettre en scène un danseur, une danseuse d'un style de danse bien défini. Et ce danseur ou cette danseuse va être associé à un beatmaker qui va créer justement une bande sonore fait exprès pour cette occasion. Et ici, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que vu qu'on est sur une idée de capsule, on va avoir cette contrainte de temps,
mais aussi d'espace, parce qu'on est dans un espace réduit et on va avoir la construction d'un univers vraiment personnalisé pour chaque interprète et chaque beatmaker associé. Donc ici, on a vraiment le rôle de la mise en scène qui est encore plus fort et qui doit vraiment être marquant vu qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. On a des effets vraiment impressionnants, donc on vous mettra le lien de la playlist en description. J'ai vu là, la vidéo, en tout cas la vidéo que Margot nous a envoyée. Je trouvais ça justement, tu sais ce que je voulais dire tantôt sur le vidéoclip, puis cet aspect très minutieux dans le détail. Je trouve qu'on retrouve vraiment ça dans cette série de capsules-là. Tout dans le choix des couleurs, des éclairages, il y a vraiment une recherche très esthétisée. Puis même dans la musique, tu sais, c'est fou de penser, en fait, cette capsule vidéo-là, en fait, elle part de rien, elle est créée de A à Z, justement, tu sais. On est dans quelque chose d'un peu différent de ce dont on parlait avec Jean Stamos, on est dans quelque chose qui naît de la pandémie, en fait, là, qui naît de cette volonté de créer du contenu pour le web, mais qui, justement, embrasse complètement, en fait, son objectif en se disant, comme, on va y aller dans tous les détails dans lesquels on peut aller pour faire un produit qui est complet, tu sais, qui est vraiment organique dans un sens. Ouais, et puis là, je pense que ce qui est encore différent, c'est que c'est même pas un festival comme solution alternative à ce qui était déjà présent, c'est parce que ça n'existait pas du tout avant, et que du coup, on a ici un projet fait exprès pour le web. Et du coup, je pense aussi que la mise en scène joue un rôle beaucoup plus fort et beaucoup plus important que, par exemple, une scène plus large qui était censée être faite en présentiel. Ici, en fait, le décor, ça fait partie vraiment de la vidéo et du coup, ça fait partie de la performance. Ça compte limite autant que la performance en elle-même. En fait, la mise en scène, elle tient une place pas mal centrale dans ces capsules. Et c'est fort, d'autant plus que ça vient chercher vraiment les souvenirs de beaucoup de danseurs pendant la pandémie qui ont dû faire avec des espaces de 3 mètres carrés dans leur chambre pour pouvoir répéter, qui n'avaient aucunement moyen de pouvoir faire des grandes traversées de sauts et de piquets. Et c'est vrai que ça vient chercher toute cette expérience difficile qui a été vécue pendant la pandémie. Et c'est beau de voir que ça peut se transformer justement en ces capsules qui sont magnifiques. Ça me fait penser justement au projet des danseurs et danseuses de l'Opéra de Paris. Je ne sais pas si vous aviez vu, c'est devenu viral pendant la pandémie et ça a été réalisé par Clapiche, qui est un réalisateur français pas mal connu, qui ont créé une vidéo de chaque danseur-danseuse qui performait chez eux des mouvements de danse classique et qui, mis bout à bout, ont fait une chorégraphie pour soutenir aussi tout ce qui est personnel soignant et les gens qui travaillent en première ligne. On a quelque chose de très inhabituel dans le sens où la danse classique, on a l'habitude de voir de très beaux costumes dans des décors. Et ici, on a un aspect très intimiste avec des danseurs qui vont utiliser leur balcon, leur cuisine pour faire justement les tours et qui vont utiliser aussi des objets du quotidien. Donc je trouvais que ça donnait aussi un autre aspect tout à fait intéressant de ce qu'on se représente de la danse aussi, quoi. J'aimerais vraiment ça, Éléonore, avant qu'on finisse l'épisode, que tu parles des comédies musicales. Parce que je sais que tu voulais en parler. Oui, je voulais revenir sur les comédies musicales, un peu sur toute cette histoire du cinéma avec la danse et on ne peut pas ne pas parler des comédies musicales. En fait, voilà, donc dans les comédies musicales, la danse fait partie de la structure narrative. Donc vraiment, tu as le spectateur qui signe un contrat qui atteste que l'univers dans lequel vivent les personnages à l'écran accepte la danse et le chant comme un autre moyen de communiquer avec le monde. Voilà, donc dans la comédie musicale, on retrouve plein de modèles différents. Tu as celui notamment où la danse se situe à l'intérieur de l'intrigue. Donc comme par exemple dans la comédie musicale Fame, qui a été tournée en 1980 par Christopher Gore, où l'histoire se déroule dans une prestigieuse école de danse, de chant et de théâtre. Donc forcément, on s'attend à voir apparaître des numéros de danse au milieu du film, et ça ne dérange pas le contrat narratif, mais ça ne le fait pas forcément évoluer. Parce que tu as d'autres modèles où la danse est située sur la ligne narrative directement, et elle aura un impact au même niveau que le dialogue. Donc par exemple, dans la comédie musicale que j'adore, Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, qui a été tourné en 1967. C'est un film choral où le temps d'un week-end, dans une kermesse, un week-end de kermesse à Rochefort, tous les personnages, qui sont des acteurs et actrices très connus du cinéma français comme Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, ils cherchent tous un sens à leur vie
et qui passe la plupart du temps par la recherche de l'amour idéal. À la fin du numéro de danse, l'intrigue a évolué et les personnages ne sont pas perturbés par l'arrivée, qui peut parfois paraître impromptue, d'une chorégraphie. Et d'ailleurs, plus récemment, le réalisateur Damien Chazelle, qui a tourné La La Land, fait plein de clins d'œil justement à cette comédie musicale qu'est Les Demoiselles de Rochefort. Mais c'est cool, dis ce que tu disais sur le fait que les personnages dans la comédie musicale, ils sont pas perturbés par le fait qu'ils viennent d'avoir un numéro musical, en fait. Puis il y a quelque chose de particulier, justement, puis on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui détestent vraiment les comédies musicales pour cette raison-là, mais la comédie musicale a vraiment ses codes, justement, un peu à la manière, mettons, du cinéma de genre, où est-ce que tu as vraiment des codes, c'est très clair. Ah, ça, c'est un film de science-fiction, mais la comédie musicale, c'est la même chose. Tu vois une comédie musicale, tu sais tout de suite que c'est une comédie musicale. Mais en même temps, de jouer justement avec ces codes-là, ça peut être intéressant. Tu sais, je pense, mettons, à... C'est genre Enchanted. Puis là, c'est comme une princesse Disney qui arrive à New York. Puis elle chante des chansons comme dans les films de Disney, mais il y a des moments où il y a un clash, justement, parce qu'elle est entourée de personnes dans la vraie vie qui chantent pas des chansons, là. Puis en même temps, il y a d'autres moments où, tout à coup, les personnages embarquent dans la chanson, dans la chorégraphie, tout ça, puis il y a beaucoup d'humour lié à ça. C'est un drôle d'exemple, parce que c'est vraiment un film familial populaire. Mais comme ça a marqué beaucoup les gens, justement, qui jouent là-dessus, sur ce code-là, puis de faire comme, on va briser la règle, tu sais. Il y a quelqu'un qui va se demander pourquoi tout le monde se met à chanter tout à coup, tu sais. En fait, c'est marrant que tu parles de ce clash, justement, avec la réalité qui est incarné dans Enchanted ou Il était une fois. Parce que, tu sais, la comédie musicale, elle est d'abord présente hors de l'écran, sur les scènes de spectacle, et puis elle arrive très vite à l'écran. Le cinéma permet d'ouvrir le champ des possibles sur un monde extérieur, et justement de rendre encore plus compte du clash entre les numéros de danse et les numéros de chant dans notre espace quotidien. Ouais, ben, parce que aussi, je pense, tu sais, je fais un parallèle entre, mettons, le théâtre puis le cinéma. Les acteurs de théâtre, les acteurs de cinéma vont pas jouer de la même façon parce que quand t'es sur une scène, il faut que tu projettes, il faut que tu exagères un peu tous tes gestes, tes émotions pour qu'on les voit même de loin, tandis que quand t'es au cinéma, la caméra est dans ta face. On est dans un jeu beaucoup plus réaliste, qui va être quasiment réduit, en fait, là. Tu sais, on est dans une minutie qui est très différente, en fait, du jeu de théâtre. Puis la comédie musicale, j'ai l'impression que c'est un peu la raison pour laquelle il y a des gens qui aiment pas les films de comédie musicale, c'est que sur une scène, le pacte est plus facile à faire, de se dire « Mais oui, je regarde un spectacle, c'est normal que les gens se mettent à danser et à chanter. » Mais au cinéma, on est habitué à du contenu tellement plus réaliste, justement, que là, tout à coup, on dirait que c'est plus choquant de voir cette mise en spectacle-là. Alors que pourtant, ben, le cinéma, à l'origine, c'était aussi une forme de spectacle. Tu reviens vraiment au début du cinéma. Les premiers films étaient présentés par des foires, là. Un peu comme si tu allais voir une femme à barbe, ou ben dans ce temps-là, c'était tellement unique qu'il y avait une relation de mise en spectacle aussi. Puis la comédie musicale, c'est comme si la façon dont ça a évolué, les gens ont encore cette relation-là de mise en spectacle, mais que quand c'est au cinéma, là, tout à coup, c'est plus dur à accepter, tu sais. Mais d'ailleurs, avec cette mise en spectacle dont tu parles, ça me fait penser justement à une des premières captations de danse qui a été faite par les Frères Lumière, qui est la danseuse Loïe Fuller, qui utilisait des grands tissus de toutes les couleurs, avec des grands pics qui allongeaient ses bras, et ça reprend justement cette extravagance dont tu parles dans les premiers films. Elle a été par la suite colorisée, en rendant compte de toutes les couleurs, qui vous mettra la captation dans le lien à la suite du podcast, parce que c'est très impressionnant de voir que déjà au début du XXe siècle, on pouvait rendre la danse de cette façon. Ben, c'est drôle parce que toute notre conversation, ça m'amène à penser que, tu sais, justement, notre relation au cinéma, puis aux captations de danse, au cinéma-danse, évolue aussi au fil de l'évolution de la technologie, en fait. Fait que c'est intéressant, si tu parlais tantôt de Pina, puis de comment ils ont voulu faire le film en 3D. Il y a quelque chose de vraiment fascinant là-dedans, parce que dans le temps de Pina, il n'y avait pas de cinéma en 3D, tu sais. Mais, tu sais, maintenant, avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ça, c'est assez fascinant de se demander où est-ce que va aller, en fait, la danse par rapport à ça. C'est quoi le genre de produit visuel qu'on va pouvoir avoir plus tard avec les nouvelles technologies qu'on a, tu sais. On va peut-être avoir des performances dans le métavers avec tous des avatars qui vont être capables de danser.
Non, mais sans rire pour vraiment la danse qui va un peu explorer le champ des possibles et des mouvements du corps un peu partout. En 2016, la chorégraphe et danseuse contemporaine Jeanne Morel, elle travaille vraiment dans des endroits un peu improbables, où est-ce qu'on peut danser, où est-ce qu'on peut amener les corps dans des lieux contraints, coupés du monde. Tu vois, elle danse sous l'eau, elle danse en haute montagne. Et en 2016, elle s'est associée avec le CNES, qui est le Centre national d'études spatiales, pour explorer comment le corps danse en apesanteur. Et du coup, on peut voir des captations qui ont été prises dans un avion zéro gravité. Elle a été en collaboration d'ailleurs avec Thomas Pesquet, un astronaute européen qui est assez connu, et où on la voit justement explorer les mouvements de la danse en apesanteur. Et donc ça change totalement tout notre rapport au corps, puisque d'habitude, pour te repérer en fait dans tes mouvements, tu pars du centre de gravité, mais du coup avec une exploration en apesanteur, tu peux plus danser de la même façon. Tu dois renouveler les bases de la danse. Voilà, tu développes vraiment une nouvelle façon d'aborder les mouvements. Ben, en tout cas, je trouve que c'est une très belle image sur laquelle laisser nos auditeurs danser en apesanteur. C'est déjà la fin de cet épisode-là. Merci Margot, merci Éléonore, cette conversation très intéressante. Puis à nos auditeurs, on vous dit à bientôt! À bientôt! À bientôt!